Je suppose que, comme moi, tu reçois plein d'informations, plein de mails en ce moment. J'ai reçu des mails des dizaines de fois avec des vidéos de tout ordre, conspirationnistes ou au contraire dans la peur ou de plein de choses. Et ça m'interroge beaucoup cette chose-là. Et je m'interroge et j'ai décidé de faire une petite vidéo par rapport aux techniques que je m'applique et que je me propose de partager avec toi. C'est une vidéo comme je sais les faire, c'est-à-dire une vidéo assez aride. Là, je me présente parce que je fais un tout petit effort pour être devant, mais je vais vite disparaître et je vais lire un texte écrit, volontairement écrit, pour pas être dans la réaction, pour avoir pris le temps de réfléchir à ce que je voulais partager. Sobriété numérique en temps de crise 2.0 grâce au tantra, au chamanisme et autres sagesses. Chacun de nous, en ces temps de crise multiples, se trouve arrosé par une surabondance d'informations qui oscillent entre fake news et alternative fact, entre médias mainstream dominants et réseaux sociaux conspirationnistes. Nous sommes souvent envahis sous des tonnes de messages, d'idées, de vidéos, d'avertissements et d'injonctions, se voulant tous plus convaincants les uns que les autres. Pierre Rabhi nous ayant ouvert la possibilité d'une sobriété heureuse, il est peut-être temps de nous donner les moyens de cheminer vers une sobriété numérique salvatrice. Les questions que posent ces mails, ces vidéos, ces likes à la chaîne sont complexes, beaucoup plus complexes que ne peut être l'expression d'une idée tweetée en 280 caractères. Devant ce genre de problématique à la complexité systémique exponentielle, il m'est apparu évident, en premier lieu, qu'il convenait urgemment de ne rien faire tout de suite, de prendre le temps, de réfléchir et d'être prudent. Sur ces sujets alambiqués, je me suis donc donné quelques règles au travers desquelles j'essaie de filtrer ce type de vidéos et d'informations autant que mes réactions. Je me propose de partager ici, avec vous, ces quelques points d'attention, à la lumière du chamanisme, du tantra et d'autres enseignements qui me permettent parfois d'éviter de trébucher sur des pierres d'achoppement. Premièrement, la traque chamanique. Cette discipline que je m'impose et que je partage ici avec vous reprend et s'appuie pour commencer sur une pratique essentielle en chamanisme, la traque. Un chasseur d'une société traditionnelle doit passer des jours à observer sa proie, ses comportements, ses habitudes, pour pouvoir la connaître et réussir à l'attraper. Un animal qui a des habitudes de comportement est prévisible et se fait attraper par le chasseur. Dans la pratique chamanique et de la traque, je passe beaucoup de temps à me traquer moi-même, mes habitudes, mes croyances, mes certitudes. Ainsi, j'ai moins de chances de me faire prendre dans les mailles du filet de mes propres habitudes, croyances, attentes ou convictions. Il est donc important pour moi d'appliquer la technique de la traque chamanique quand je reçois une information, un mail, une vidéo. Je commence par m'observer et observer mes réactions, mes automatismes, avant de faire suivre ou pas l'information. De même, dans mes prises de parole, comme dans l'écriture de ce texte que je vous propose ici, j'essaie d'appliquer à moi-même ce garde-fou. Je connais trop ma capacité à me laisser entraîner par une réaction émotionnelle, touché que je suis par un thème, un comportement, un sujet. Je sais alors combien la conviction que je vais vouloir défendre bec et ongle n'est que mon émotion qui se déguise et se justifie sous forme d'une idée ou d'une pensée. J'essaie donc d'être attentif à l'endroit d'où je parle. Peur, colère, excitation, réaction, sagesse. Si je reste au niveau émotionnel, je peux me faire manipuler par l'autre et plus encore par moi-même. Tant que je suis dans la réaction, je ne parle que de moi et de mes blessures. Peut-être serait-il préférable que j'attende encore un peu avant de répondre ou de faire suivre. Je sais aussi combien les médias, les gouvernements, Big Pharma, la World Company ont des intérêts qui les poussent à présenter les informations dans le sens de leurs intérêts. Oui, ne soyons pas crédules. Et en même temps, cette réalité de la manipulation de l'information par certains n'implique pas de donner automatiquement un quelconque crédit à tout illustre inconnu qui s'exprime sous Facebook, sous prétexte qu'il n'appartient à aucun organisme et qu'il n'est spécialiste en rien. D'autant que je sais maintenant que les lieux de contre-pouvoir ou de liberté d'expression, que pourraient être les réseaux sociaux, sont soumis eux aussi aux intérêts de certains, et cela sans aucun contrôle. Je sais aussi qu'une fake news ou un message de haine se propage 7 fois plus vite
qu'une vraie information d'explication intelligente. Comment je sais cela? Je l'ai lu sur Facebook, donc ne me crois pas. Deuxièmement, la sagesse indienne des Kreshas. La sagesse indienne nous parle, elle, des 5 Kreshas, qui sont les 5 causes de la souffrance. Dans ces divisions, l'ignorance, avidya, l'ego et l'égoïsme, asmita, l'attachement, raga, l'aversion, dvesha, et la peur, abhinivesha, sont la cause de toutes les souffrances que traversent les humains de tout le temps. Le premier kresha, avidya, nos perceptions faussées, la nescience, entraîne inévitablement en cascade les 4 autres types de souffrances. D'où le soin particulier à apporter à la recherche de la véritable connaissance pour diminuer nos souffrances et les souffrances en ce monde. Cette connaissance est le fruit de la recherche de la vérité en nous-mêmes et, en miroir, de la recherche de la vérité concernant le monde extérieur, que ce soit la nature, la politique, la science ou autre, jusqu'à la connaissance de réalités plus ultimes encore. Je n'ose imaginer les enchaînements cataclysmiques de souffrances engendrées par de fausses informations, par la nescience. Ces fausses informations envoyées, reçues, relayées par des personnes qui n'ont pas fait ce travail. Troisièmement, les biais cognitifs et techniques de manipulation. Je ne connais que trop les différents biais cognitifs, abstraction sélective, disqualification du positif, inférence arbitraire, maximisation du négatif, minimisation du positif, raisonnement dichotomique, raisonnement émotionnel, surgénéralisation, étiquetage, etc. Pour ne pas les voir à l'œuvre dans les démonstrations pleines d'entrain que je reçois, et si tu ne les connais pas, je ne peux que t'inviter à t'y intéresser. C'est terrible car la bonne volonté ne suffit pas. On est souvent le jouet de nous-mêmes ou de notre entourage. Je ne connais que trop bien les techniques également de manipulation. Au bon sens du terme, un ostéopathe va manipuler en épousant les formes tordues de nos membres en souffrance pour les aider à reprendre leur véritable forme, pour les aider à se redresser au sens propre. Voir le premier chapitre de La fin de la plainte de François Roustan. Je sais aussi les techniques d'hypnose, de PNL, de rhétorique, voire de chamanisme, pour manipuler les personnes. Manipuler, dans ce cas, veut dire aussi aider les personnes, les accompagner, me mettre au service de leurs demandes de changement, de leur être profond, pour les aider à se redresser, au sens figuré cette fois. Cela n'a de sens qu'uniquement à leur demande et à leur service. Je connais trop bien ces techniques de manipulation pour ne pas avoir une alerte rouge qui clignote dans ma tête quand ces techniques ne sont plus au service de la personne, mais quand elles sont au service de celui qui les utilise, que ce soit une entreprise, un État, un groupuscule ou un individu passionné. Je n'utilise ces techniques qu'au service de la personne qui me le demande, uniquement pour l'aider à dépasser ses peurs, ses blocages, ses limitations, jamais dans mon propre intérêt, ou celui de mon portefeuille, ou celui de ma cause. Qui que ce soit qui utilise ces techniques dans le but de convaincre est dans l'abus de pouvoir. Aucune cause ne justifie l'utilisation de ces techniques pour la cause. Et toute cause étatique, marchande, politique, salvatrice, utopique, etc., qui utilise ce genre de technique à son propre intérêt, tombe dans l'abus, se fourvoie, se décrédibilise et finalement se renie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je me méfie des sachants qui ont des solutions simplistes aux problèmes complexes. Il est si facile de donner des conseils ou des solutions miracles quand on n'a pas toutes les données en main, et surtout quand on n'a pas assumé la responsabilité des conséquences de nos conseils assénés comme des vérités éclairées. Je fais le choix de me remettre en question, de douter, d'écouter chacun plutôt qu'un ou l'autre camp. Je sais aussi qu'il est illusoire de vouloir résoudre un problème avec le niveau de conscience qu'il a généré. La seule solution, c'est de prendre du recul, ne pas réagir, d'essayer d'accueillir la complexité, la multitude des points de vue et des intérêts. J'essaie de cheminer ainsi vers le moins d'a priori possible, vers le non-jugement, bref, d'élargir ma conscience. J'essaye aussi d'utiliser le rasoir d'Occam, principe de parcimonie, qui est un outil important parfois pour celui qui veut prendre un peu de hauteur. Est-ce là le début d'une sagesse pragmatique ? Je suis attentif au fait que
Concomitée n'est pas obligatoirement corrélation, et encore moins causalité. On peut se reporter à la magnifique démonstration par l'absurde du pastafarisme, qui corrèle la courbe statistique du réchauffement climatique et celle de la disparition des pirates. Le fait d'aligner quelques évidences avec lesquelles tout le monde est d'accord ne valide pas une extrapolation pour le moins singulière. Quatrièmement, l'inéluctabilité de l'énantiodromie. Jung, en reprenant un principe d'Héraclite, nous avertit que l'on risque bien de devenir ce que l'on critique. C'est comme une loi ontologique que l'on retrouve, encore une fois, à moultes échelles, biologique, psychologique, sociétale, etc. Quand je critique quelque chose, je lui donne de la force. Paulo Coelho nous avait lui aussi averti dans Le Pèlerin de Compostelle. Il avait essayé de démontrer à un habitant d'un petit village espagnol tous les méfaits du franquisme. À essayer de le convaincre ainsi, il lui avait permis de s'opposer et de se construire toute une argumentation en ce sens. Luc Biget nous invite, quant à lui, à un retournement de notre esprit critique, qui, seulement s'il est sans haine, sans sentimentalisme, sans peur et sans angoisse, peut se mettre au service de nos intuitions fulgurantes et éclairées. C'est un cheminement depuis nos opinions, qui est l'intelligence viscérale qui vient des tripes, vers une intuition plus pure qui s'ouvre à nous. Cinquièmement, la non-dualité. Et si le Rig Veda nous rappelle que la vérité est une, bien que les sages la voient sous de multiples formes, cela me fait penser à cet ami chaman, Roy Littleson, qui a fait l'unité, ou Nido, comme il dit, la pierre angulaire de sa transmission. L'index et le majeur, qui font le V de la victoire, sont encore dans la compétition, la dualité, la guerre. L'index et le majeur, reliés, ensemble, nous parlent de l'unité, ou Nido. Quelle belle voix. Sommes-nous prêts pour la mise en application? Voilà les quelques outils de ma grille de filtrage. Si tu trouves ces outils intéressants, tu peux les faire tiens et les appliquer avant de faire suivre une information. Si tu as d'autres outils, tes propres outils, tu peux les appliquer et même les partager. Nous sommes tous gagnants quand la conscience s'expand. Si tu sens que certaines vidéos et informations importantes ont passé haut la main toutes les étapes de ces filtres implacables et que tu as vérifié pour toi-même ta prise de recul, alors je serai ravi de recevoir ces vidéos, ces messages. Sinon, pour ce qui me concerne, je te remercie de t'abstenir. Nous verrons peut-être alors l'importance du silence et de l'apaisement. Essayons ensemble d'appliquer cette sobriété numérique pour ne pas nous laisser submerger par le flux émotionnel qui se déguise en pensée tout azimutée.